Bienvenue à tous, sur le podcast du Scaling Process. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mohamed, qui va nous partager son parcours, ses échecs, ses réussites tout au long de son parcours entrepreneurial. Il va vous en dire également un peu plus sur son activité, ce qu'il fait aujourd'hui et durant 40-45 minutes, on va revenir sur son parcours, sur ce qu'il a fait, pour pouvoir, forcément lui apporter les clés nécessaires pour qu'il puisse aller chercher le prochain palier et qu'il nous partage aussi forcément, les actions qu'il entreprend en ce moment pour pouvoir aller chercher de nouveaux paliers. Donc, on va organiser ça un peu d'une façon où Mohamed, tu peux peut-être commencer à te présenter, nous dire un peu ce que tu fais et à l'issue, on rebondira, on interviendra sur différents aspects là-dessus. Donc, je te laisse un peu te présenter, nous dire, qui tu es, ce que tu fais, quels sont les résultats que tu as aujourd'hui et finalement, qu'est-ce qui te bloque là-dessus? Donc voilà, je te laisse un peu te présenter de manière, globale pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, encore. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je suis très heureux aujourd'hui d'être, dans le podcast et merci à Alexis et à Aurélien. Faut savoir que j'ai, 21 ans, je suis également étudiant en médecine et en dehors de ça, j'ai une agence, de marketing. On s'occupe de la stratégie, des clients, c'est sur les réseaux, c'est-à-dire on s'occupe des scripts, on s'occupe également du montage et aussi derrière, on est une équipe de closers et de setters qu'on met en place vraiment pour nos clients, pour que vraiment ils ont tout un process qui est vraiment mis en place, du moment où ils rentrent en fait dans notre programme. Et il faut savoir que j'ai commencé, avant de venir en médecine, bah, j'avais une agence physique où j'ai commencé vraiment en fait, j'étais en alternance, rien à voir, j'étais en école de commerce et de là-bas, j'ai commencé à m'intéresser en fait à vraiment tout ce qui est marketing. Je m'occupais en fait, de la page Instagram, de l'époque où je travaillais. C'est une alternance dans un salon de barbeur et là-bas, justement, on avait une clientèle assez premium parce que vraiment, c'était des coupes par exemple, la coupe, elle était à 30 € avec la barbe, c'était 50 € et c'était vraiment une clientèle, vraiment bureau, vraiment, premium parce qu'on était situé à La Défense et de là-bas, les clients, ils ont beaucoup aimé mon travail. Ils m'ont dit: «Pourquoi tu te lances pas en freelance?» Du coup, je me suis dit: «Bon, ce serait une bonne idée de commencer à créer une agence» et j'ai commencé à travailler en freelance. Mais il faut savoir, au début, j'avais pas assez d'expérience. Du coup, je me suis dit quoi? Je vais proposer aux clients de vraiment les accompagner gratuitement. Le temps de me faire un portfolio et d'avoir assez d'expérience dans ce domaine pour pouvoir, en fait, facturer ces clients-là. Et j'ai commencé comme ça, vraiment je faisais comme si c'était entre guillemets «des stages» et du travail non rémunéré et au moment où j'ai commencé à avoir assez d'expérience dans ce domaine-là, je me suis lancé en fait dans une agence marketing physique. Mais entre temps, je suis parti en Roumanie pour, la médecine. Du coup, je me suis dit: «Bon, je peux plus faire de physique, comment je vais faire?» Et de là, l'idée m'est venue de commencer une agence vraiment hybride, format, de travail en fait directement avec mon PC, mais vraiment de loin où je vais accompagner vraiment mes clients, mais sans avoir un process vraiment physique et j'ai commencé par le montage vidéo pour vraiment tester, en fait, cette stratégie-là. Une fois que ça a bien fonctionné, de là, on a commencé à créer des accompagnements où on accompagne vraiment les coachs, les entrepreneurs aujourd'hui, dans ce domaine. OK, très clair. Donc tu as un peu aujourd'hui cette double casquette, c'est-à-dire que tu es toujours en études de médecine et à côté, du coup, tu as développé cette activité-là. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, tu t'adresses à des, entrepreneurs, des infopreneurs qui cherchent à, structurer, leur visibilité, aller chercher plus de résultats et donc tu les accompagnes principalement sur quels sont les canaux aujourd'hui que tu utilises principalement, pour aider ces différents infopreneurs? Majoritairement, pour l'instant, on reste vraiment sur de l'organique, c'est-à-dire on part sur une stratégie, où on va les accompagner à vraiment structurer leur contenu, leur carrousel, on va faire les scripts, on va les aider en fait à créer des hooks beaucoup plus «viraux» entre guillemets et une fois qu'on a en fait, on a pu voir que voilà la visibilité elle commence à être présente, à partir de ce moment-là, on va commencer en fait à travailler sur vraiment la mise en place. C'est-à-dire derrière on va mettre, si on voit que vraiment une grosse visibilité qui commence à être, présente, on va mettre en place des setters pour vraiment optimiser en fait leurs appels et que derrière aussi, ils ont une équipe de closers qui va les aider en fait à avoir plus de chiffres. OK. OK, très clair. Comment t'en es venu un peu à te dire: «OK, il faut que je puisse, me trouver une niche, me trouver un service»? Quelles ont été un peu les étapes et pourquoi tu t'es pas dit tout simplement: «Bon, je vais m'adresser un peu au plus grand nombre et puis on verra qui accepte»? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «OK, je veux travailler avec des infopreneurs»? Honnêtement, c'est que bon, quand j'avais une agence en physique, je travaillais avec des boutiques, avec des clients quand même assez premium, mais j'avais pas vraiment de niche parce que bon, c'était une agence en marketing, du coup, c'était en fonction de la demande du client, on s'adaptait. Mais quand j'ai commencé, bah, justement, quand je voulais tester, en fait, cette stratégie-là, de travailler directement en fait, avec mon PC, même si je suis en Roumanie ou en France, j'ai plus ce problème où vraiment il faut que je sois présent en France pour travailler. Bah, j'ai commencé avec le montage pour tester, en fait, cette stratégie.
Mais j'ai pu voir quand j'ai commencé justement à la prospection à froid par les messages Instagram et cetera, que vraiment les personnes qui étaient beaucoup plus intéressées en fait par mes services, c'était vraiment les infopreneurs. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me nicher dans ce domaine précis. À ce moment-là, pour comprendre un peu, parce que, heu, les messages comme ça, à froid, ça peut vite démotiver. Toi, tu en as envoyé combien au tout début, pour faire ces conclusions-là et se dire, «Bah, ça fonctionne mieux pour, les infopreneurs»? Au début, bah, j'avais commencé par 20-30 messages, ce qui était pas énorme par jour en prospection Jour? pour bout par jour. Parce que bon, j'étais sceptique à l'idée: «Est-ce que ça va vraiment marcher?» Parce que vu que c'est une entre guillemets, comme si tu recommençais de 0, tu as beaucoup de remises en question. Est-ce qu'en fait ça a marché pour les autres, ça va pas marcher pour toi? Parce qu'au début, personne ne répondait à mes messages vu que c'était des messages à froid. Mais à partir de ce moment-là, je me suis réajusté. J'ai dit: «OK, bon, j'ai pas assez de portfolio, j'ai pas en fait assez d'expérience dans ce domaine. Je vais faire quoi? Je vais proposer par exemple un montage, d'essais gratuit pour leur montrer, de quoi on est capable et à partir de ce moment-là, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de réponses. Donc je me suis dit: «Bon OK, là j'ai des réponses» et même si en fait l'avantage c'est que même si derrière j'arrivais pas à convertir le client qui me prenait cet essai gratuit, j'avais quand même dans mon portfolio un montage en plus que je pouvais montrer à des prospects en fait, futurs. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est discuter un peu du gratuit, parce que justement, on a eu Kevin, dans le précédent épisode, qui disait, de pas trop faire de gratuit. On en a pas discuté en profondeur, mais je pense qu'ici, ça vaut le coup d'en parler parce que toi, du coup, c'est un petit peu l'opposé. Tu as commencé, en voulant faire du gratuit. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est chacun, donner notre opinion sur le sujet, parce que, je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Toi déjà, Alexis, est-ce que tu as déjà fait du gratuit? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Comment tu vois les choses? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'au total, et ça fait déjà un petit moment que je fais ça maintenant, je crois que j'ai dû commencer en 2019 que je fais ça, donc ça fait quelques années que je fais ça maintenant. Hem, je pense que j'ai dû accepter des 2 à 3 missions gratuites sur toutes les missions que j'ai pu avoir et j'en ai eu un paquet, depuis ce temps. J'ai jamais commencé par du gratuit directement, j'ai toujours commencé par directement facturer mes services, même si au départ ils étaient, assez peu chers. Tu vois, je faisais des prestations, c'était 300-400 € par mois, donc c'était assez bas, à l'époque. Hem, il m'est arrivé parfois sur des projets où je me dis: «Allez, vraiment, il faut que là, enfin, faut pour que ça passe, il faut que je propose du gratuit». Je pense que ça dépend beaucoup de la niche, en tout cas, c'est mon avis. Moi, typiquement, je faisais beaucoup de média buying, notamment sur Meta, la gestion de publicité et cetera, et en fait, pour moi, ça ne me servait pas dans le sens où j'avais des personnes qui venaient à moi et qui étaient plus en recherche de droits qu'autre chose, et donc finalement, ça les intéressait pas tellement d'aller chercher, enfin de me payer derrière et cetera, même si pourtant on avait des bons résultats. C'est plutôt des personnes qui cherchaient absolument le cheap, le pas cher, qui venaient, justement à l'issue de ça. Je pense que ça peut être très différent pour pas mal de niches. Je suis curieux d'avoir le retour de Mohamed juste après. Mais, en tout cas pour moi, ça n'a pas fonctionné. C'est pas du tout ce que je recommanderais pour un média buyer, dans mon cas. Sur le montage de vidéo, c'est un peu différent. Mais, jamais trop fait de gratuit. Ça s'est jamais toujours, enfin, ça s'est jamais très bien terminé. À chaque fois que je proposais du gratuit, forcément je bossais beaucoup, j'allais chercher beaucoup de résultats, et finalement, à la fin la personne me disait: «Bon, bah, merci», et puis on s'arrêtait là. Donc, après je me suis mis des conditions qui étaient très claires sur le fait que voilà, je ne pouvais pas travailler gratuitement, et dans ma niche, fallait mettre en place beaucoup de choses, avant d'avoir potentiellement un contrat décroché. Je pense que pour Mohamed, c'est un peu différent, forcément, créer un réel, créer une pub, ça prend un petit peu moins de temps, j'imagine. Donc, que de faire toute une place, une stratégie, là-dessus. Donc, personnellement, je ne recommande pas le gratuit pour ceux qui ont commencé dans le même domaine que moi, c'est-à-dire les ads, le media buying. En revanche, je pense que c'est un peu différent pour les autres. Mohamed, peut-être tu as un mot à nous dire là-dessus, sur ce que toi, ça t'a apporté peut-être? Moi, bien sûr, en fait, après je pense que comme tu as très bien précisé, ça dépend de la niche, du sens où je pense que pour les ads où vraiment tu vas construire une campagne et cetera, c'est moins intéressant de proposer tes services gratuitement parce que c'est un peu un service sur le mois, alors que le montage vidéo, c'est un service sur du one shot. Donc même si derrière le client, il va pas forcément prendre ton montage, tu sais que bon, derrière moi aussi je m'étais convenu en fait avec les monteurs que voilà, là je suis en train de créer une agence, donc derrière c'est du gagnant-gagnant. Venez, on fait des montages gratuits, c'est-à-dire je vais ramener des clients, vous allez les entre guillemets «travailler» gratuitement pour leur faire, un montage, mais derrière potentiellement vous aurez plus de clients. Du coup, même si derrière le client, il va pas potentiellement continuer avec moi, je sais que bon, j'ai pas perdu d'argent. Au contraire même, j'ai gagné entre guillemets, une vidéo, une preuve client en plus. Parce que quand au début tu commences, mais surtout dans le domaine du montage vidéo,
les gens ils vont te demander ton portfolio directement. Du coup, là, si tu dis: «Bon, en fait, je propose un service qui est excellent, mais j'ai pas de portfolio», direct, ça va rétracter la personne à te faire confiance et C'est un peu un red flag. c'est ça totalement, c'est un red flag et c'est totalement compréhensible. Du coup, vraiment pour le début, pour ce domaine-là, en fait, les personnes qui veulent se lancer vraiment dans le freelancing ou créer une agence de montage, faut vraiment travailler d'abord sur son portfolio. Parce qu'une fois que j'avais assez de vidéos, là, par contre, je proposais plus de montage gratuit et j'envoyais directement mon portfolio et s'ils étaient intéressés, directement, ils payaient, ils prenaient. Parce que je proposais aussi des packs au début. Je faisais, par exemple, des packs de 5, des packs de 10 ou des packs de 20 et le prix était dégressif. Du coup, derrière aussi, pour moi, ça me garantissait, en fait, d'avoir un volume qui était plus conséquent et derrière pour le client, ça le garantissait aussi que, bon, il aura un montage de très bonne qualité à un prix beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réduit. Moi, je pense que tu as bien utilisé le gratuit. Tu bien utilisé le gratuit. Pourquoi? Parce que, heu, dans les activités où il y a un livrable et je pense que du coup, c'est pas le cas du media buying, mais quand on livre quelque chose, donc un graphiste, un monteur, peut-être un développeur, quelqu'un qui fait des pages, le client, il a envie d'avoir des exemples de réalisation et si on démarre de zéro et qu'on n'a pas forcément une profession, au préalable, un job où on faisait déjà plus ou moins la même chose et on a déjà des exemples de son job, bah, on arrive, on va voir un prospect et on a, aucune étude de cas, aucun truc à montrer et là, bah, forcément, c'est très difficile de démarrer. Je pense que là, dans ce cas-là, c'est utile de faire un tout petit peu de gratuit juste pour construire, cet asset marketing-là. Maintenant, je pense qu'on tombe vite dans le piège du gratuit, et dès qu'on a ça, je pense qu'il faut arrêter de faire du gratuit. Le seul autre endroit où je pense qu'on peut faire du gratuit, mais c'est pas vraiment faire du gratuit d'une certaine manière, en tout cas on livre pas tout, c'est, faire, une première analyse, un premier audit, un 1er demi-livrable au client pour montrer, sa compétence et montrer qu'on sait l'appliquer au client dans un process commercial. Je pense que ça a du sens, mais pas forcément le penser pour que le client, ait le problème résolu complètement, il ait plus besoin de toi. Peut-être prendre une partie du problème et le résoudre entièrement, mais sur lequel on peut enchaîner sur un 2 problème et là, du coup, ça a de l'intérêt de faire du gratuit, mais ça se met plutôt dans un process commercial. Mais, une fois qu'on a fait ça, pour moi, il faut plus donner de gratuit parce que sinon, en fait, le client, il va toujours tirer, tirer du gratuit et vous allez jamais être payé, quoi. Ouais, clairement. Pe Petite question pour toi, Aurélien. Toi qui as une agence, qui t'adresse à des e-commerçants, est-ce que c'est déjà des choses que tu as envisagées, de faire du gratuit? Si oui, sur quels aspects? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses sur, des personnes qui discutent, qui s'adressent à des e-commerçants. Il y a beaucoup de personnes qui s'adressent aux e-commerçants, beaucoup moins qui ont des résultats. Et toi qui as une agence qui tourne bien, là-dessus, quels ont été les éléments? Comment tu as utilisé cet aspect-là? Si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, je pense que ça nous intéresse. Peut-être quelque chose qui est, à première vue similaire à du gratuit, mais qui est très différent, c'est un modèle à la performance. C'est un modèle qui est un peu dangereux parce que, on peut ne pas être payé à la fin. Mais si on est aussi dans une case, débutant, ou au contraire expérimenté, et peut-être un peu moins qu'on est au milieu. Le modèle à performance, pour moi, ça fonctionne plutôt bien, donc c'est ce qu'on fait pas mal à l'agence. Quand on a des, e-commerçants assez développés, on sait bien que si on arrive à optimiser un certain pourcentage, de performance sur leur boutique, nous, si on prend une commission sur ça, bah, ça peut nous payer plutôt bien et ça permet de mettre à la fois la responsabilité, bah, sur le prestataire, c'est-à-dire, nous et aussi sur le client où il va être motivé. Donc je pense que ça permet de bien aligner les intérêts. Et ça fonctionne quand on est avancé parce qu'on sait enfin nous, à l'agence, on sait bien que tel type d'e-commerçant peut apporter tel type de résultat et donc on peut vite faire un modèle de savoir combien d'argent on va gagner. Heu et si on n'a pas du tout ça, si on est débutant et qu'on a du mal à closer, un modèle à la performance, ça peut aussi aider à ça. Maintenant, je préfère mettre un point de vigilance pour les débutants. Pourquoi? Parce que, le modèle à la performance, si on le met pas bien en place ou on ne connaît pas trop, les métriques de performance, on peut être mal rémunéré malgré le fait qu'on ait fait un bon travail et c'est pour ça que, quand on est au milieu, souvent, on voit très peu de freelances qui vont être, à la performance. Ils vont plutôt avoir un fixe, ce qui est au final pas plus mal. Mais, encore une fois, si vous êtes à 0 aujourd'hui, plutôt que faire du gratuit et si vous êtes, dans des niches comme le media buying, peut-être le montage, ça s'approche un peu moins, on peut moins faire ça. Le modèle à performance est plutôt pas mal. Clairement, clairement, clairement. Hem, Mohamed, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton modèle de rémunération aujourd'hui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Et qu'est-ce que tu en as appris surtout? Je pense que c'est plus intéressant là-dessus pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, si tu peux nous en dire un peu plus sur,
comment tu fonctionnes sur ton système de rémunération? Bah, au tout début, quand j'avais commencé, le montage, bah, je proposais directement mes services, par vidéo montée et après par la suite, j'ai pensé qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant de partir sur des packs. Du coup, je suis commencé à créer vraiment des packs, ce qui faisait que c'était beaucoup plus intéressant pour les infopreneurs, pour mes clients et quand j'ai commencé à vraiment mettre en place, l'accompagnement, bah, là, au début, je partais sur un accompagnement, en fait, sans engagement, surtout sur la phase de «testing» entre guillemets, où sur le premier mois, je faisais l'accompagnement, je proposais une offre réduite. Par exemple, aujourd'hui, notre accompagnement, il vaut 1 500 € par mois. Je proposais au premier mois, je leur proposais à 750 et une fois que je leur montrais les résultats et cetera, bah, on partait sur le deuxième mois et là, on partait sur du 1 500 € par mois en récurrent, c'est-à-dire tous les mois, vraiment 1 500 et quand ils voulaient, ils pouvaient arrêter l'accompagnement. Après, par la suite, en fait, le problème en faisant ce type d'offre, c'est que tu as pas de garantie sur le mois prochain, tu peux pas te projeter sur ton CA. Et ce qui est vraiment problématique, c'est qu'aujourd'hui, OK, on va dire ce mois-ci, tu as fait 6 000 €. Le mois prochain, on va dire le client, en fait, le problème, c'est que quand tu vas leur faire des résultats, ils vont se dire: «OK, en fait, je peux reproduire ça, mais sans lui. Pourquoi je le paye?» Du coup, à partir de ce moment-là, le mois prochain, ton CA, il va vraiment tomber, mais drastiquement. Et ce qui peut causer, en fait, un problème pour ta trésor si tu te projettes, sur plusieurs mois. Du coup, en ce moment, là, ce qu'on propose, on propose des accompagnements sur contrat avec des garanties, où on va leur garantir X nombre de vues en fonction de la niche et en fonction du client, sur 3 mois où ils vont payer 4 500 €, c'est-à-dire 1 500 € par mois. OK, Quand tu as hyper des intéressant, hyper intéressant ce petit point-là. Aurélien, je te laisse prendre peut-être la parole juste après, parce que moi je t'ai un peu coupé. Hem, Cet aspect garantie, on va sans doute y revenir un peu sur cet aspect garantie. Est-ce que simple petite question là-dessus, mais est-ce que tu as vu vraiment un avant-après lorsque tu as mis en place des garanties sur ton offre? Bien sûr, parce que même tu as beaucoup plus d'arguments, en fait, face au client. Parce que même si tu as toutes les preuves du monde, le client, il va quand même se dire: «Bon, peut-être ça fonctionnait pour lui, mais pas pour moi» et imaginons, vu que ça reste quand même un gros investissement, ils vont être peut-être, sceptiques à l'idée de mettre cet argent-là. Mais quand, en fait, ils ont cette garantie sur le contrat qui est écrit noir sur blanc que si on te fait pas en ton nombre de vues, par mois, bah, on te rembourse, un pourcentage ou bien on va travailler pour toi, on va t'accompagner jusqu'à atteindre ce résultat précis. Ils vont se dire: «OK, bah, bon, même si j'investis, derrière, j'ai quand même la garantie, c'est écrit sur un contrat. Donc juridiquement, je suis protégé». Donc vraiment sur la phase du closing, j'ai vu vraiment que le client, à partir du moment où il voit cette garantie en place sur le contrat, il est beaucoup plus serein et il est beaucoup plus poussé, en fait, à prendre l'accompagnement. et donc quand tu es passé de sans engagement et sans, garantie à engagement avec garantie, tu as eu, même un meilleur taux de closing si je comprends bien? Bien sûr, le taux de closing, il a beaucoup plus évolué. Par exemple, avant, quand on était sur du sans engagement et sans garantie, on va dire, tu vas closer un client sur 5, donc à peu près 20. Alors que là, avec le système de garantie, tu as presque une chance sur 2 de le closer derrière. Après bon, vu qu'on est sur un accompagnement premium, on a vraiment des places limitées. C'est-à-dire que j'essaie pour l'instant de ne pas partir sur plus de 3, 4 clients par mois. Mais par la suite, là, on est en train de développer pour vraiment pouvoir accompagner beaucoup plus de clients. C'est quoi aujourd'hui les freins que tu rencontres dans ton business? Typiquement, si aujourd'hui tu devais nous évoquer une problématique que tu as et que justement tu n'arrives pas à résoudre, c'est quoi aujourd'hui? Parce que du coup, j'ai l'impression que tes offres, ça a l'air d'être plutôt OK, tu as l'air d'avoir des offres qui sont hyper intéressantes, tu as l'air déjà d'avoir quelques clients en place. Tu nous disais qu'aujourd'hui, tu es pas en mesure forcément de prendre plus de clients. Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que c'est un problème sur l'acquisition? Est-ce que c'est un problème sur la conversion? Est-ce que c'est peut-être un manque de structure que tu as, derrière pour le délivrer? Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque dans ton activité et que tu voudrais régler? Je pense que c'est le manque de structure parce que, entre guillemets, pour la stratégie vraiment, organique, c'est-à-dire script et cetera, c'est vraiment ma partie à moi. Donc entre guillemets, entre mon compte, bah, aussi, le fait que je suis en médecine et mes clients, du coup, je suis un peu limité à ce niveau-là et du coup, même mes associés, en fait, ils s'occupent beaucoup plus du relationnel et de s'occuper des prospects. Et donc vu que je suis le seul à créer vraiment cette partie script, cette partie, vraiment de structurer, entre guillemets «le contenu» des clients, je suis assez vite limité. Donc je peux pas me permettre, on a que 24 heures malheureusement dans une journée. Du coup, je peux pas prendre plus pour en fait faire, beaucoup plus de travail derrière pour d'autres clients. Donc là, pour toi, le gros frein, en fait, c'est, l'écriture des scripts.
parce que c'est toi qui fais, ça de A à Z? Et c'est ça, totalement. OK, d'accord. Et pourquoi tu l'as pas délégué? Tu as déjà essayé peut-être? Ou bon, il y a aussi l'IA, mais après il y a certaines, limites, surtout quand on est un petit peu, quand on a sa patte. En fait, le problème, c'est que j'ai du mal à déléguer, surtout cette partie. Vu que j'aime bien contrôler, en fait, ce que je fais et surtout contrôler les résultats clients, c'est dur, en fait, de faire confiance à quelqu'un d'autre sur cette partie-là. En fait, je pense que j'ai un petit frein psychologique aussi à ce niveau, où même si je vais essayer, en fait, j'ai essayé plusieurs fois de déléguer justement à mes associés, mais comme tout métier, au début, c'est pas parfait. Sauf que pour moi, à partir du moment où je délègue, il faut que ça soit parfait dès le début. Et quand je vais voir que voilà, en fait, au final, c'est pas comme je veux, je vais dire: «Ouais, laisse tomber, c'est moi qui va s'en occuper». Tu as délégué ça à tes associés, mais est-ce qu'ils savent écrire des scripts? Parce qu'il y a déjà des personnes aujourd'hui qui sont, enfin qui font des scripts et c'est leur métier, en fait. Non, bien sûr, en fait, mes associés, c'est pas vraiment leur métier à eux, à proprement parler, mais entre guillemets, avec les ressources que j'ai mis en place justement pour mes clients et aussi l'expérience que j'ai, je suis en train d'un peu, on va dire, accompagner mes propres associés pour qu'ils puissent maîtriser en fait, cette capacité à créer les scripts, cette compétence plutôt. Mais, comme tu as bien précisé sur le point où il y a des personnes qui sont entre guillemets, «c'est leur métier», j'ai pas encore trouvé de profil que je trouve qui correspondent en fait vraiment à ce que je cherche. Ça, c'est un truc qui revient souvent et c'est un problème de beaucoup de personnes qui sont en petites agences, en freelance. C'est que quand ils essaient de déléguer certaines tâches, ils vont se dire absolument: «OK, bah, qui est-ce que je connais et qui peut potentiellement m'aider sur ça?» En fait, selon moi, c'est pas là et je pense que c'est un truc qui te bloque aujourd'hui, qui va continuer de te bloquer si tu vas dans cette voie-là. C'est que aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sans doute bien plus compétentes que toi pour créer des scripts et qui vont coûter bien moins cher que ce que toi tu peux proposer. Et c'est auprès de ces personnes qu'il faut les trouver. Alors ça va peut-être te prendre un peu plus de temps, ça va peut-être être un peu plus pénible de les trouver ces personnes-là, mais sur le long terme, tu seras beaucoup plus gagnant. Pourquoi? Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que déjà, c'est des personnes qui comprendront ce que tu leur demandes et qui comprendront exactement la mission que tu essaies de remplir. Ça, c'est le premier point. Second point, forcément, ces personnes-là vont, être en mesure de comment dire? D'appliquer aussi plus rapidement, tu vois? Ils n'auront pas le temps de compréhension de se dire: «OK, bah, faut que je comprenne ça d'abord» et cetera. En fait, ton temps de formation, les ressources que tu leur mettras à disposition seront du coup beaucoup moins, grosses, et donc ça ira beaucoup plus vite. Donc au final, c'est peut-être plus long de les trouver, par contre, ils sont beaucoup plus effectifs à partir du moment où tu les auras, et surtout, par la suite et c'est là où ça devient le plus intéressant, tu auras pas besoin de continuellement checker est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait? Non, tu sauras que tu peux leur faire confiance parce qu'ils connaissent déjà le job. Alors ça, c'est pas du jour au lendemain. Par contre, c'est un aspect où vraiment, vraiment, tu verras que si tu suis ce process-là, de recruter, qui est un peu plus long, et cetera. Et c'est des problématiques qu'on a, que personnellement j'ai rencontrées, qu'Aurélien a rencontrées, qu'on rencontre encore aujourd'hui, qu'on rencontrera encore sans doute demain, pour tous. C'est parfois, c'est plus long d'avoir un vrai bon recrutement. Par contre, dès qu'on a trouvé la pépite, là, ça t'a décollé beaucoup, beaucoup plus vite. Donc le petit conseil que je peux te donner là-dessus, n'essaie pas de déléguer à des personnes qui de base ne connaissent pas le job ou qui n'ont pas cette envie d'apprendre le job, de plus en détail. Va plutôt te concentrer sur des personnes qui, heu, connaissent déjà le job, même si c'est pas parfait, même si c'est pas autant que toi ce que tu aimerais et avec les compétences que tu as aujourd'hui, mais du coup ça te permettra d'aller, beaucoup plus vite et je pense que la plupart des personnes qui vont nous regarder aujourd'hui sont sans doute un peu dans une situation qui sont similaires où, bah, quand ils essaient de déléguer, c'est toujours passer par un copain, par le cousin, par l'associé ou je ne sais qui. Alors que cette personne-là n'a pas forcément les compétences. Pas vraiment de personnes, encore une fois, qui peuvent faire le même boulot que toi, et qui prendront bien moins cher que si tu leur apportes régulièrement des clients. Je sais pas ce que Aurélien, je sais pas si tu es du même avec moi sur ça? Je suis curieux d'avoir ton avis également. Ah, je suis complètement d'accord et peut-être ce qu'on peut dire, c'est que c'est encore des problématiques qu'on a aujourd'hui, dans le scaling process quand on fait grandir notre équipe, c'est les recrutements. En fait, dans un business de service, quand on veut grandir, à un moment, il faut recruter et avoir les talents, les bons talents, c'est le nerf de la guerre. Et je pense que pour toi aussi, Mohamed, ça sera aussi, ça enfin, c'est déjà ça, à mon avis, avec les autres postes que tu as et pour cet endroit-là, pour, scripter, je pense que c'est la même chose. Moi, ce que je peux, peut-être partager, c'est, mes recommandations ou ce que j'ai appris pour faire des bons recrutements qui font que, j'ai encore parfois des mauvaises personnes, hein, parce que c'est la réalité, mais en tout cas, j'ai vraiment vu une différence en mettant ça en place et j'ai vraiment des meilleures personnes, dans mes équipes. Et c'est des choses, assez simples, mais c'est en fait, c'est un peu comme, faire un tunnel de vente et un tunnel marketing. C'est, premièrement, c'est d'aller, avoir du volume,
Donc s tu veux essayer de trouver peut-être, dans ton cas, si on prend ton exemple, heu, des personnes qui peuvent scripter. Je sais pas c'est quoi le nom de ce job exactement, mais des C'est des ghostwriters? copywriters, ouais, ghostwriter, copywriter, c'est un peu Bah, un copywriter pour des vidéos, c'est de faire une annonce, essayer d'avoir un maximum de candidats et quand je dis ça, c'est pas en avoir, 3, 4, 5 et puis s'arrêter. Vraiment, il faut faire fois 10, sinon en fait, c'est enfin, plus on a de volume, plus c'est facile d'avoir la bonne personne. Donc c'est la première chose et la deuxième, c'est de faire un test technique. Donc tout simplement, dans ce cas-là, c'est de leur demander de faire un script et de leur faire un brief bien carré, faire, une petite grille d'évaluation et toutes les personnes, qui passent le premier filtre ou juste est-ce qu'elles sont motivées ou pas. Je pense que c'est aussi un autre point, c'est de faire en sorte d'avoir des personnes motivées. Donc on part peut-être, faisons l'exemple, 50 personnes. Dedans, on fait un petit questionnaire pour voir si elles sont motivées pour bosser avec toi. Dedans, il va peut-être en rester, 10-20. Déjà là, on en perd pas mal, mine de rien et puis derrière, envoyer le petit test technique et là, normalement, tu devrais avoir 2, 3, 4, 5 personnes, ça dépend un petit peu la complexité de la tâche et heu et puis là, bah, tu peux prendre la meilleure et l'avantage quand tu fais ça, c'est que tout d'un coup, tu dois pas juste prendre la personne qui a l'air bien, c'est que tu en as 4-5 et tu peux les comparer entre elles et tu peux vraiment prendre la meilleure et là, ça fait un peu la différence pour moi, et en tout cas, ça l'a fait, dans l'agence et ça l'a fait aussi dans les recrutements qu'on a fait au Screening Process. C'est qu'on prend les personnes qui sont, super bonnes à leur job et on a vraiment aussi confiance en leurs compétences parce qu'en faisant ce process-là, on se rend compte qu'on a pris, les top personnes, et voilà. Bon là, j'ai fait le focus peut-être compétences très fort, mais je pense qu'il y a aussi le fit humain, de faire en sorte que c'est des personnes avec qui on a envie de bosser, c'est très important. Heu, donc ça, c'est peut-être la première partie et là, peut-être mon intervention va être un peu plus longue. Mais la deuxième pour toi que tu m'as dit et je pense que ça, c'est un truc important et moi aussi, j'ai fait beaucoup ce blocage parce que, de base, je suis quelqu'un de technique et j'ai eu du mal à déléguer au début, peut-être un petit peu comme toi, Mohamed et donc moi, ce que je fais maintenant, quand je fais des recrutements, c'est qu'en fait, je m'assure que l'entrée que je donne à la personne, donc au copywriter, ça soit quelque chose de bien cadré. Donc, lui donner un brief bien clair et ça prend peut-être un petit peu de temps au début, de faire ça et puis je fais un contrôle qualité à la fin et je fais des boucles d'itération et je fais ça en faisant des petites vidéos sur Loom. Et comme ça te fait aussi ça te fait des exemples, en fait. Tu peux, prendre un brief, une vidéo, un résultat et tu peux faire une petite base. Comme ça, si tu dois recruter des autres copywriters dans le futur, tu as cette base-là pour, les aider à s'entraîner et donc si tu fais ça, en fait, tu vas contrôler la qualité. Au début, ça va te prendre aussi, limite plus de temps et je pense qu'il faut être honnête parce que le fait de faire le brief et de contrôler, parfois, ça peut prendre plus de temps. Mais après 1 ou 2 semaines, ça va vite, rapidement, ça va te prendre moins de temps et puis tu vas arriver à un point où si de temps en temps tu valides pas parce que tu es en congé ou je sais pas, la qualité sera quand même bien et puis à un moment, tu devras même peut-être plus valider du tout et là, bah, tu seras complètement sorti de cette tâche-là, quoi. Ouais, personnellement je t'en prie, vas-y Mohamed, je t'en prie, je te laisse répondre à ça. non, personnellement, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. En fait, vu qu'on est un peu on aime bien, en fait, sur le côté technique de vraiment tout contrôler nous-mêmes, tout faire nous-mêmes, à force, en fait, tu te mets des bâtons dans les roues toi-même et c'est ça justement le problème et c'est pour ça, justement, la première problématique qu'on avait eue, c'était vraiment sur l'équipe des monteurs vidéo. Parce qu'on avait que 3 monteurs vidéo, on commençait à avoir un gros flux de vidéos à monter pour nos clients et aussi parfois on avait des clients qui revenaient pour du montage seulement. Donc à partir de ce moment-là, comment dire? Ce dernier mois, je me suis vraiment axé sur le recrutement. Aujourd'hui, on va dire, on a 6 monteurs fréquents. On a aussi, derrière, j'ai un backup avec 4-5 monteurs que je peux faire confiance au cas où si j'ai beaucoup plus de demandes derrière. Donc, je pense que vraiment je vais mettre en place, ce que m'avait dit justement de faire en sorte, en fait, de faire un recrutement, de regarder, en fait, plusieurs profils et une fois que j'ai regardé plusieurs profils, de prendre ceux que je pense déjà humainement qui sont assez compatibles et aussi niveau travail que je trouve assez bien et derrière de faire des feedbacks par loup. Ouais, clairement, clairement, clairement et c'est un problème que beaucoup de freelance qui sont un peu dans ton cas, c'est un peu le profil un peu technique de base, très très compétences, très axé sur une compétence ont. Je prends l'exemple notamment là des monteurs, des personnes qui ont des compétences très précises, très techniques. C'est un problème que nous, on voit beaucoup, en tout cas chez nos clients, c'est que c'est des personnes qui ont beaucoup de mal après à sortir sur, d'autres tâches qui sont essentielles pourtant d'un point de vue business. C'est-à-dire que, d'un point de vue business, c'est essentiel de savoir maîtriser, les éléments de base d'un recrutement, les éléments de base d'une stratégie d'acquisition et pour tous les profils qui sont un peu comme toi, un peu, très techniques et cetera, pour ceux qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans ça, c'est méga important les gars que vous puissiez développer des compétences externes, même si vous ne les maîtrisez pas à 100. C'est pas du tout ce qu'on vous demande ici. Mais si vous voulez continuer d'aller chercher de la prospérité,
de la stabilité dans votre activité, c'est méga important que vous puissiez avoir au moins ces quelques cartes pour comprendre comment on actionne le levier d'aller chercher plus de clients, comment on fait pour déléguer son travail et de petit à petit construire un peu ce système qui vient autour de votre activité pour que finalement, d'une part, vous ne puissiez pas stagner en continu, et ce qui est le cas de beaucoup de personnes malheureusement, mais que vous puissiez vraiment un peu avoir cet aspect croissance sans pour autant que vous ayez besoin de doubler votre charge de travail. Parce que si aujourd'hui vous faites x2 sur vos journées, mais vous gagnez x2 sur vos revenus, bah oui, c'est peut-être intéressant d'un point de vue financier. Mais en général, et pour plein d'entre nous, quand on a commencé une activité freelance, c'est parce qu'on avait envie de voyager, qu'on a envie de, je sais pas, passer du temps avec sa famille, etc. Et donc forcément, si on commence à de bosser 2 fois plus, ça n'a pas trop d'intérêt. Dans ce cas-là, autant aller chercher un job qui vient payer en agence pro. Donc voilà, c'est des points qui sont très importants. Je voulais quand même rebondir, rebondir là-dessus. Peut-être on est déjà une trentaine de minutes sur le podcast. J'aimerais bien savoir, Mohamed, un peu où est-ce que tu veux aller, quelle est un peu ta vision dans 1 an, 2 ans, 5 ans, quels sont un peu tes objectifs aujourd'hui avec ta boîte et où est-ce que tu te vois un peu dans le futur? Bah, actuellement, là, l'objectif, c'est vraiment reprendre la création de contenu parce que bon, faut savoir pendant 1-2 ans, j'ai arrêté de créer du contenu parce que juste avec, entre guillemets, «les clients» qu'on avait déjà et le bouche à oreille, vu qu'entre guillemets, c'est pas pour, faire l'égocentrique, mais on va dire que vu qu'on avait un service qui était de top qualité et assez premium, derrière, en fait, ça fait bouche à oreille et en fait, tu vas faire un bon travail à un entrepreneur. Lui, il a 3 amis qui sont entrepreneurs, il va dire ces 3 amis-là et en fait, juste comme ça, on avait, sur WhatsApp, j'avais parfois des messages qui arrivaient de clients que je connaissais pas, qui étaient là: «Je viens de la part de untel, j'ai vu que tu l'avais délivré ce service-là, on a beaucoup aimé ton travail et on voudrait savoir si c'était possible d'avoir un appel et de entre guillemets, «travailler avec toi». Du coup, juste avec ça, je me suis dit: «Bon, pourquoi continuer la création de contenu?» qui est totalement un piège parce qu'en fait, tu vas fermer un tunnel d'acquisition qui marchait très bien toi-même et ce qui a fait que pendant 1-2 ans, j'ai arrêté de créer du contenu et maintenant là, l'objectif, c'est vraiment de reprendre du contenu. En fait, ce que j'applique pour mes clients, de l'appliquer pour moi-même, qui va me permettre justement d'avoir vraiment un tunnel d'acquisition beaucoup plus grand. Aussi par la suite, en fait, de aussi augmenter son CA par, recruter plus de monde et par la suite aussi, cette année, on a pour objectif d'ouvrir notre propre studio podcast pour vraiment rajouter ce côté beaucoup plus premium à nos clients, où vraiment ils auront un studio à leur disposition, ils pourront venir filmer leur contenu. On va les accompagner pour être sûr que vraiment tout soit carré et que derrière, le montage, bah, on a déjà des monteurs et que aussi, le closer, setter, tout va être mis en place, par nous-mêmes. Hyper cool, c'est bien, tu rajoutes une casquette supplémentaire. Attention à t'assurer que ça reste quand même très rentable et de pas te disperser, d'aller peut-être sur autre chose. C'est des éléments sur lesquels il faut quand même faire attention. Hem, si tu peux peut-être, aujourd'hui nous partager le plus gros défi que tu as rencontré depuis que tu t'es lancé et comment tu as pu le résoudre? Je pense que ça intéresserait pas mal de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, je pense que le plus gros problème que j'ai dû rencontrer, c'était que le fait que j'avais une agence physique et que je devais revenir, je devais venir en Roumanie pour mes études de médecine. Du coup, entre-temps, j'étais un peu perdu, j'étais sceptique à l'idée de me dire, «Bon, j'ai une agence physique» et en fait, le problème, c'est que parfois, tu es trop gourmand. Et là, tu te dis: «Bon, j'ai envie de perdre mes clients» parce que c'était des revenus en plus. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait le problème où j'ai pris mes associés, j'ai dit: «Bon, maintenant, c'est vous les caméramans», je les ai appris en 1-2 jours. J'ai dit: «Voilà les bases et maintenant, c'est vous, vous allez filmer les clients». Sauf qu'en fait, je les ai direct mis jetés dans le bain rempli de requins et les clients, en fait, ils ont vu que, voilà, les résultats, c'est plus comme avant. Il y a eu, bon, des clients qui étaient vraiment pas contents et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes clients, les services, c'est devenu un bordel sans nom. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment posé la question, j'ai dit: «Bon, est-ce que tu veux abandonner ou tu veux vraiment continuer?» et je pense que vraiment en plus sur ce point-là aussi, malheureusement, à ce moment-là, on a eu certains problèmes avec l'URSSAF, avec les finances publiques. Du coup, j'étais vraiment au fond du gouffre. Parce que bon, en même temps, je devais payer, en fait, les finances publiques et en même temps, j'avais plus de revenus. Donc je me suis dit: «Bon, comment je vais faire?» et mon associé, il a dit: «Viens, on ferme l'agence, parce que bon, c'est plus rentable». Je me suis dit: «Non, on peut pas abandonner» et à partir de ce moment-là, j'ai dit: «Bon, OK» et je trouve que vraiment quand tu es entrepreneur, il faut savoir être persistant parfois. Que en fait, tu as toujours des hauts et des bas. Même maintenant, parfois on perd des clients, parfois on va perdre du CA, on va avoir des problèmes de délivrabilité, mais il faut savoir en fait rester vraiment focus sur ton objectif. Que OK, j'ai envie de faire par exemple 10-20 cas réguliers avec mon agence, même si aujourd'hui j'ai un coup de mou, c'est pas grave, je vais remonter la pente. Et moi, ce que j'ai fait, il m'a permis heureusement, bon, c'est assez fou à l'époque,
mais j'ai entre guillemets, «j'avais emprunté de la dette pour rembourser justement, l'argent que je devais, entre guillemets, à l'État» et derrière j'ai dit: «Bon OK, je vais me refaire» et c'était un pari, bon, c'était certes risqué, mais ça fonctionnait. OK. Donc tu dirais que ton meilleur conseil là-dessus, c'est simplement, jamais lâcher. Il t'est arrivé de sacrées galères. Aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux. Hem, il y en a beaucoup qui auraient carrément, je pense, lâché l'affaire et se seraient arrêtés là. Ça, c'est sûr. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tu es de retour. Donc, ça, c'est un point aussi qu'on voit beaucoup avec Aurélien, auprès de nos clients, auprès des personnes qu'on peut aider, de près ou de loin. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent un truc, qui ne le font pas à fond, qui arrêtent un peu en milieu, alors que parfois ils sont juste à côté et ils sont vraiment à 2 doigts d'aller chercher un résultat qui est hyper intéressant et ils arrêtent, directement. Donc oui, c'est normal de parfois perdre des clients. Oui, c'est normal de faire des mois où c'est un peu moins intéressant au niveau du chiffre d'affaires. Mais, la vraie question à se poser, c'est de se prendre des vraies décisions sur: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux le mois prochain? Qu'est-ce qu'on peut améliorer?» Pour justement éviter que ça arrête et je pense qu'un gros point aussi sur lequel on a intervenu dans le précédent épisode avec Kevin Lash, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'est disponible également sur la chaîne. Hem, où c'est justement un aspect, c'est que quand on est entrepreneur, c'est pas pareil que le salariat. C'est-à-dire que, vos résultats, ce sont finalement que la conséquence des décisions que vous avez prises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, si malheureusement vous prenez des très mauvaises décisions et que vous ne vous remettez pas en question, ça ne change rien. Donc, très, très important en effet et je pense que tu es un peu l'exemple vivant là-dessus, Mohamed, qu'on a là-dessus, c'est pas lâcher, de pas lâcher l'affaire trop tôt et justement, pouvoir rapidement se reprendre en main et prendre les bonnes décisions qui vont permettre d'aller chercher un résultat, différent forcément. Donc heu, donc voilà. Aurélien, tu as peut-être un mot à ajouter sur ça? Je suis curieux d'avoir ton avis également sur ce que je viens de dire. Honnêtement, pas grand-chose à rajouter, mais je voudrais peut-être souligner le fait que, c'est normal de perdre des clients. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, mais en fait, si on a, plusieurs clients, que l'activité elle tourne, à un moment il y a des clients qui vont partir pour plein de raisons différentes. Parfois c'est pas parce qu'on a fait un mauvais travail, parfois c'est une question de timing, parfois c'est la conjoncture. Il faut savoir se remettre en question, c'est-à-dire que si, le client est pas satisfait du résultat et cetera, il faut, creuser un peu, voir comment on peut améliorer son service. Mais, c'est complètement normal de perdre ses clients et je pense quand aussi on est freelance aussi, on prend les choses, à cœur. Donc, on a vraiment l'ascenseur émotionnel quand on a un nouveau client. On en a aussi un autre quand on en perd un. Mais là, je pense que Mohamed, c'est la preuve vivante que, on arrive à bien rebondir parce que, malgré, toutes les galères qu'il a eues là, bah, il a vraiment bien rebondi derrière, quoi. Clairement, clairement, clairement. Pour conclure peut-être ce podcast là-dessus, je tenais d'abord à te remercier Mohamed d'avoir pris ce temps-là, de venir partager ton parcours, ce que tu as pu, sur les éléments par lesquels tu as pu passer, ce que tu as pu mettre en place et cetera. En espérant également que les petits conseils qu'on t'a donnés, vont pouvoir, t'aider à implémenter notamment sur cette partie, que ce recrutement, faire les choses correctement derrière pour délivrer, ton service au mieux. Si tu as un petit mot de la fin à ajouter, un petit conseil qu'aujourd'hui tu donnerais à un freelance, qui galère, qui voit pas le bout du tunnel, qu'est-ce que tu, lui recommanderais aujourd'hui? Bah, je dirais tout d'abord de pas abandonner et de aussi parfois, en fait, on reste beaucoup trop dans sa zone de confort. Bah, du sens où OK, tu vas démarcher, on va dire, à froid, 10-20 clients, potentiels, mais derrière, il y a d'autres personnes qui sont, en fait, dans ta niche. Du coup, qu'est-ce qui te différencie vraiment d'une autre personne? Il faut savoir se remettre en question aussi. Moi, quand j'ai vu au début pour le montage vidéo, je vois les gens, ils me répondaient pas, ils me lâchaient des vues, parfois même, ils ouvraient même pas le message. Je me dis: «OK, peut-être c'est mon message qui en fait, était, mal abordé». J'ai retravaillé, j'ai vu que, OK, ce message, il me faisait plus de résultats et aussi pour le début, en fait, en fonction de ta niche, bien sûr, n'hésitez pas à proposer parfois un peu une période gratuite, même si bon, je sais que c'est un peu frustrant du sens où tu sais que tu es pas payé pour, parce que si tu viens te lancer dans un domaine, il faut que tu as assez d'études de cas et aussi de preuves à montrer à d'autres potentiels clients. Parce que parfois, on va dire juste pour closer un client, ce qui va te manquer, c'est juste plus de preuves. Et j'ai pu voir aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui j'ai un meilleur taux de closing avec, des clients potentiels pour notre accompagnement, c'est parce que j'ai des meilleurs résultats et je peux leur montrer en fait cette preuve. Du coup, vraiment, il faut rester persistant et il faut pas hésiter à parfois, OK, de faire quelque chose de gratuit pour en fait sur le long terme, ça va vraiment te rapporter beaucoup plus de résultats. Ouais, clairement, en particulier dans ta niche en plus, hein, mon conseil s'applique particulièrement à ceux qui nous regardent et qui font, du montage vidéo, des formules un peu sous package sur certains aspects. Donc c'est un bon élément. Hem
Aurélien, tu as peut-être un mot de la fin, une petite intervention avant qu'on se quitte? Heu, moi, je voudrais juste dire, si je vais essayer de résumer Mohamed sur ce qu'il vient de dire, c'est, vraiment avoir des études de cas, avoir des preuves pour créer de la confiance avec le client et qu'il se projette. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça a vraiment fait la différence, pour aller un tout petit peu plus loin, c'est avoir des études de cas pour le type de client qu'on veut aller chercher. Ça, c'est hyper important parce que le client doit vraiment enfin, il doit savoir s'identifier, heu, à votre étude de cas. Au mieux il s'identifie, au plus il vous achètera votre service. Clairement, clairement, clairement. Merci à toi Mohamed, d'avoir participé sur ce format aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude pour ceux qui regardent cette vidéo, à vous abonner, à liker, à commenter, avec les petites cloches de notification, bref, tout ce dont vous avez besoin pour, vous avez l'habitude d'entendre sur YouTube. Je ne refais pas encore une fois la chanson. Pensez à vous abonner, c'est important encore une fois. On va commencer à publier, chaque semaine un nouveau contenu. On a fait intervenir un nouveau freelance qui va partager son parcours et cetera. Donc si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous faire savoir. Et si vous avez des freelances en particulier, des agences, des personnes, fondateurs que vous voulez voir sur le podcast, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo et lui proposer de venir. Ce sera avec un plaisir d'interviewer cette personne-là. Hem, Merci à toi Mohamed, merci à toi, Aurélien. On se retrouve directement la semaine prochaine et en espérant que vous avez appris des choses, à ceux qui regardent ce podcast. À très vite.